Alors moi, je m'appelle Anne Lafay, je suis orthophoniste de formation. J'ai ensuite poursuivi une carrière en académique, c'est-à-dire en recherche. Je suis actuellement maîtresse de conférences universitaires à l'université Savoie-Mont-Blanc au département de psychologie. Et mes travaux portent principalement sur le développement et les difficultés en mathématiques des enfants, les pratiques d'évaluation et les pratiques efficaces d'intervention. Alors, à mon avis, il n'y a pas une seule compétence mathématique unique qu'on devrait cibler, ce serait un peu trop simple, mais un ensemble de compétences. L'idée, selon moi, ce serait de trouver un moyen de créer un environnement de ce qu'on avait la numératie, donc autrement dit la littératie mathématique, pour les enfants. Et il faudrait cibler du coup des compétences numériques très facile, très basique, très facile à mettre en place, notamment la comptine numérique, le comptage sur les doigts, le dénombrement d'objets, les petits calculs d'addition-soustraction, et puis quelque chose qui va soutenir le raisonnement, notamment le vocabulaire mathématique. Le vocabulaire mathématique comme les mots plus, moins, devant, derrière, qui vont soutenir tout le raisonnement ensuite sur des concepts mathématiques plus complexes. Et un programme de prévention, ça pourrait aussi cibler non pas directement la compétence de l'enfant, mais la compétence du parent à l'accompagner dans, alors soit les tout petits, son intérêt au nombre et aux quantités, soit un enfant plus grand dans son évolution mathématique au quotidien. Donc comment on accompagne les parents dans des activités qui sont relatives aux mathématiques sans être des cahiers de vacances où on fait des leçons de maths. Quels commentaires on peut dire dans une conversation naturelle pour parler des maths, quelles stratégies on peut mettre en place. Et donc je pense qu'il peut y avoir des programmes qui vont cibler les parents dans leurs compétences d'accompagnement. Alors, si on parle vraiment du trouble en tant que tel, je pense effectivement que les enseignants et les enseignantes devraient être formés à ce que c'est la dyscalculie, quelles sont les manifestations. En fait, on leur demande pas de diagnostiquer ces troubles, mais de les repérer. Donc, comment ça peut se manifester? Ça, c'est quelque chose d'indéniable pour les enfants qui sont notamment en primaire. Après, quand on va voir les enseignants plutôt en maternelle, où on est vraiment sur un système de prévention des difficultés, je pense que les compétences qu'on devrait cibler sont vraiment les compétences qui vont pouvoir soutenir le développement des stratégies mathématiques. Donc, c'est pas apprendre des choses par cœur, mais pour faire des calculs, on a besoin de maîtriser notre comptine numérique. C'est l'outil de base pour passer à des mathématiques qui sont symboliques, qui sont comme on l'utilise en tant qu'humain adulte. Donc la comptine, le comptage, le dénombrement d'objets qui vont nous permettre de faire des calculs. Et puis côté raisonnement, vraiment insister sur les aspects vocabulaire mathématique. Puisque c'est ce qui va ensuite faire en sorte que lorsqu'on doit faire une leçon sur je ne sais pas moi, de la comparaison de nombres sur de la ligne numérique, on va utiliser ce vocabulaire et on va en avoir besoin pour raisonner sur les quantités, sur les nombres. Donc les ingrédients actifs que je considérais comme étant des bons ingrédients actifs d'un programme d'intervention type prévention auprès de parents, à mon avis, il y a une première chose qui est d'informer le parent sur ce que c'est les maths, déjà de désacraliser cette discipline. À quoi ça sert, au-delà de réussir un examen de mathématiques en classe de CM1, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours, et vraiment mettre en évidence que les mathématiques, en fait, on s'en sert dans notre vie quotidienne pour aller faire des courses, pour aller faire une recette de cuisine, pour mettre de l'essence, pour planifier un budget, etc. Donc, je pense un premier des éléments, c'est un élément de contenu qui est d'informer sur ces aspects-là. Une chose importante aussi, ce serait, à mon avis, de déconstruire les stéréotypes, notamment déconstruire les stéréotypes relatifs au genre. Les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques, puis il y a plein d'autres stéréotypes. Donc déconstruire ces stéréotypes-là, ça me paraîtrait être un ingrédient, un élément de contenu indispensable. Ce qui a été démontré dans la littérature scientifique sur les programmes d'intervention, alors il n'y en a pas à ma connaissance qui ont été faits en France, mais dans d'autres pays, c'est que le degré d'accompagnement est un ingrédient actif qui va mener à un programme de prévention qui est efficace. Donc dans degré d'accompagnement, il y a combien de fois je vais rencontrer les parents, à quel point je les accompagne tout au long de leurs activités. Est-ce que je leur explique simplement les choses ou je leur donne du matériel
on leur propose des activités, on leur donne des exemples, etc., des stratégies. Et puis, des petits détails techniques qui vont faire que l'accompagnement va être régulier, comme les parents reçoivent régulièrement un texto ou un email pour dire n'oubliez pas le programme que vous devez faire avec votre enfant, auquel vous vous êtes engagé, etc., etc. Bon, je ne sais pas exactement la forme du texto, ce qu'il devrait prendre, mais voilà, de pouvoir relancer en fait le programme régulièrement pour qu'il y ait un évitement d'un essoufflement de la part des familles. Alors, la population cible, j'ai envie de dire un peu toutes les populations qui sont à risque d'avoir des difficultés. Déjà, je pense qu'une population cible toute simple, ce serait la population générale. Si on cible les familles, dans la population générale à l'information selon laquelle les mathématiques, c'est important, ce n'est pas simplement pour réussir à l'école. C'est un élément de réussite à l'école, mais pas seulement. On en a besoin pour notre vie de tous les jours, pour être autonome. Et si l'objectif, c'est de viser le développement de l'intérêt, qu'on va dire spontané pour les nombres et les quantités des tout petits, on pourrait très bien viser des parents d'enfants de 1 à 3 ans. Donc avant même qu'il y ait des apprentissages extrêmement formels, scolaires. Ça, je pense que c'est un premier élément, tout comme il existe des programmes de prévention à grande échelle qui visent les parents de très jeunes enfants au niveau du langage ou de l'éducation à la littératie. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être, à mon avis, payant pour la société. Ensuite, si on cible des compétences plus précises, il y a tout simplement la population des enfants de 3 à 5 ans qui sont en grande section, qu'on doit préparer aux apprentissages formels en CP. Et donc, c'est le moment où on va apprendre tout un tas de compétences de base qui vont nous permettre de développer les mathématiques. Donc, cibler les 3 à 5 ans et donc leurs enseignants et ou leurs parents, ça me paraît être quelque chose de plutôt indispensable pour prévenir des difficultés. Il y a un paquet d'enfants qui finalement peuvent avoir des difficultés à 3-5 ans, qui vont avoir des profils dyscalculiés, mais qui ne le seraient pas vraiment si on était intervenu un peu plus tôt. Et après, il va y avoir tout simplement les populations cibles lorsqu'elles sont en difficulté. Il y a des populations à risque de présenter des difficultés mathématiques. Par exemple, les filles, notamment parce qu'on sait aujourd'hui que l'anxiété mathématique, elle est extrêmement présente chez les petites filles dès le début de la primaire, beaucoup moins chez les petits garçons. Et donc les filles, de par leur anxiété mathématique, sont plus susceptibles d'avoir des difficultés d'apprentissage en maths. Pas forcément une dyscalculie ou un trouble, mais des difficultés. Donc les parents de filles pourraient être des populations cibles. On pourrait aussi cibler les enfants ou les parents des enfants qui ont une problématique comorbide à des difficultés mathématiques. On sait par exemple que les enfants qui ont un trouble du langage, les enfants qui ont une surdité, les enfants qui ont une dyspraxie ou les enfants qui ont un TDAH, ce sont des enfants qui sont à risque de présenter des difficultés importantes en maths. Donc on pourrait cibler aussi ces enfants-là puisqu'on sait que ces enfants vont avoir tout un tas de prises en charge, notamment au niveau du langage, par exemple pour des enfants sourds ou des enfants qui ont des troubles du langage, mais on va avoir besoin de les accompagner à un moment donné en mathématiques. Donc si on les voyait dès qu'on sait qu'ils ont des difficultés en langage, si on arrivait à mettre en place des programmes de prévention pour prévenir ces difficultés mathématiques qui à ce moment-là passent au second plan, ça pourrait être plutôt gagnant pour ces jeunes, à mon avis. Et puis évidemment, tous ceux qui, en maternelle, présenteraient des premiers symptômes de difficulté, des enfants qui n'arrivent pas à prendre leur comptine, des enfants qui n'arrivent pas à utiliser les doigts pour compter des objets, pour compter leurs doigts tout simplement, pour faire des petits calculs, des enfants qui n'ont pas de vocabulaire mathématique, qui ne le développent pas. Ce sont des enfants qui pourraient être ciblés dans des programmes d'intervention type prévention. Alors je pense que le premier défi, c'est la sensibilisation des professionnels. On a beaucoup, beaucoup parlé du langage, de la lecture. La population est plutôt sensibilisée. Il y a sûrement encore plein de travail, un gros travail à faire à ce niveau-là. Mais au niveau des mathématiques, le discours est très souvent les maths, c'est pour l'école ou c'est pour les matheux. Et je pense qu'un premier défi, c'est de réussir à sensibiliser
pour pouvoir sensibiliser la population, c'est de sensibiliser aussi les professionnels. Si, par exemple, je vous parle des orthophonistes, qui est la profession, ma profession, quand on regarde les rapports qui sont sortis, il y a pas très longtemps, de la DREES, si je me trompe pas, on a, moins de 10 des orthophonistes qui vont finalement, coter des actes, en cognition mathématique. Donc pourtant tous les orthophonistes reçoivent une formation. Évidemment, un orthophoniste qui travaille dans un service de cancéro-ORL fera pas de mathématiques, c'est évident. Mais, un orthophoniste ou une orthophoniste qui travaille en libéral, c'est presque aberrant d'imaginer qu'on voit des enfants en langage oral, en langage écrit, mais qu'on ne s'inquiète pas des mathématiques, puisque c'est des comorbidités qui sont extrêmement importantes. Donc je pense que le premier défi, c'est de sensibiliser même déjà les professions, donc les professionnels. Le deuxième défi, c'est que les professions et les professionnels aient envie. Et notamment, dans le cas de l'orthophonie ou des enseignants, c'est des professions qui sont extrêmement féminines. Et l'anxiété mathématique, elle est aussi extrêmement féminine. Donc quand on regarde un petit peu, qu'on discute en fait avec ces professions, on s'aperçoit que assez rapidement, ce qui ressort, c'est: «Oui, mais moi les maths, c'est pas trop mon truc non plus». Et donc forcément, quand on se sent pas soi-même en tant que professionnel compétent dans les mathématiques, on se sent pas compétent pour aller aider, des enfants ou pour aller mener une campagne de prévention sur le sujet. Donc je pense que c'est les 2 gros défis, de développer l'intérêt pour les mathématiques des différents professionnels et de réduire cette anxiété mathématique pour aller au-delà de ça. Et d'ailleurs, il y a un mémoire d'orthophonie qui est sorti cette année. Je suis désolée, j'ai perdu le nom de cette étudiante qui a fait un super travail, enfin de notre collègue maintenant. Et donc elle a répertorié, elle a posé un questionnaire en fait à un ensemble d'étudiants et d'étudiantes. Et un des éléments qui ressortait, c'est que l'anxiété mathématique, au sens de prendre en charge des enfants qui ont des difficultés, augmentait en même temps qu'elles augmentaient dans les grades, donc licence 1, etc. Donc on voyait même pas une stagnation ou une diminution de leur anxiété, mais une augmentation. Et le facteur qui ressortait comme étant explicatif de ça, c'était la confusion entre ce qui leur était donné entre les différents professeurs et entre les professeurs et les milieux de stage, qui créait une énorme confusion par rapport à des confusions théoriques. Et donc si même en cours, on crée de la confusion et qu'on crée de l'anxiété, alors déjà on sait que cette profession féminine, elle est plus susceptible d'avoir de l'anxiété mathématique, bah, c'est problématique. Et ça, c'est un vrai frein. Et je pense qu'effectivement, la plupart des orthophonistes, quand elles passent les sélections pour rentrer en orthophonie, elles y passent pas pour les mathématiques. Plein découvrent même en fait que l'orthophonie peut être pour les maths. Mais c'est quelque chose qui est présent aussi chez les enseignants. En CP, on a une majorité de femmes. Et en fait, on a des études qui montrent que l'anxiété mathématique des enseignantes se transmet aux petites filles et non aux petits garçons. Et ça se transmet aux petites filles qui adhèrent le plus aux stéréotypes de genre. Et ces études-là, elles montrent qu'en début de CP, il n'y a pas d'anxiété mathématique supérieure chez les petites filles et chez les petits garçons. En fin d'année, c'est le cas. Donc en un an de vie scolaire, on crée de l'anxiété mathématique chez nos petites filles. Donc il y a quand même un énorme travail à faire, non pas pour l'anxiété des petites filles, mais pour l'anxiété des adultes en fait, qui les encadrent. Alors je pourrais en avoir beaucoup, mais mon message, ce serait surtout que il n'y a pas de boss des maths. Tout le monde est capable de faire des mathématiques. Évidemment, chacun a des compétences plus développées dans un domaine qu'un autre, mais chaque personne est capable de faire des mathématiques, et autant les filles que les garçons.